Ils ont dit que je n'étais pas assez esthétique pour être demoiselle d'honneur au mariage de ma sœur. Nous avons besoin que les photos de famille soient impeccables, a chuchoté maman. Alors, j'ai choisi de ne pas m'y présenter du tout. Je repère instantanément l'enveloppe de couleur crème. Son gaufrage doré accroche la lumière du matin alors qu'elle dépasse de la pile de factures et de prospectus dans ma boîte aux lettres. Mon cœur rate un battement. C'est ça, l'invitation au mariage de Méline. Les feuilles d'automne crissent sous mes pieds alors que je me dépêche de remonter l'allée vers mon appartement, serrant l'enveloppe contre ma poitrine. Le papier semble cher entre mes doigts, épais et texturé. Je m'installe au comptoir de ma cuisine et glisse mon doigt sous le seau, en faisant attention de ne pas le déchirer. À l'intérieur, je trouve un ensemble de cartes, l'invitation formelle, une carte de réponse et un itinéraire détaillé. Mon nom est imprimé dans une calligraphie élégante. Mademoiselle Renée Jenkins. Je souris, passant mon doigt sur les lettres avant de me tourner vers le programme du week-end. Le sourire se fige sur mon visage. Je feuillette à nouveau les cartes, plus lentement cette fois. Il doit y avoir une erreur. Mais il n'y en a pas. Je suis inscrite comme une invitée ordinaire. Ni demoiselle d'honneur, ni témoin, juste une invitée comme la colocataire d'université de Méline ou les associés en affaires de papa. Un poids froid s'installe dans mon estomac pendant que je parcours l'itinéraire. Photographie professionnelle à 14 heures. La mariée avec ses parents. Le marié avec ses parents. La mariée et le marié avec la famille du marié. La mariée et le marié avec la famille de la mariée. Les parents et le frère Noah. Noah, mon jeune frère, est inclus. Je ne le suis pas. Il y a tout juste 3 mois, Méline et moi avons bu du vin sur mon balcon et elle s'est extasiée sur ses projets. Nous devrons te trouver la robe de demoiselle d'honneur parfaite, a-t-elle dit en me serrant la main. Sœur pour toujours, n'est-ce pas? Sœur pour toujours. Les mots résonnent dans ma tête. Amer à présent. Mon esprit dérive vers notre chambre d'enfant, des lits jumeaux avec des couettes à fleurs assorties, des étoiles phosphorescentes au plafond. Pendant ces nuits où la voix de papa résonnait à travers les murs, suivie des réponses larmoyantes de maman, Méline se glissait dans mon lit. Nous nous blottissions l'une contre l'autre, chuchotant des secrets et des rêves jusqu'à ce que la maison devienne silencieuse. Je te protégerai toujours, a-t-elle promis une fois, sa petite main trouvant la mienne dans l'obscurité. Et elle l'a fait. Quand Tommy Miller a pointé mon visage du doigt en 4e année et a demandé bruyamment ce qui n'allait pas chez moi, Méline s'est interposée entre nous. Il n'y a rien qui cloche chez elle, avait-elle dit, le menton levé. Dieu l'a juste aimé assez pour lui donner un coup de pinceau supplémentaire. Il a été plus prudent avec elle qu'avec le reste d'entre nous. Le souvenir pique alors que je fixe l'invitation. Qu'est-il arrivé à la sœur qui défendait autrefois ma tache de naissance comme une marque de faveur divine? J'attrape mon téléphone, faisant défiler jusqu'au nom de Méline. Mes mains tremblent quand j'appuie sur appeler, répétant des questions calmes et raisonnables dans ma tête. Renée. Salut. Sa voix semble sur la défensive quand elle répond, manquant de sa chaleur habituelle. Salut, m'a dit. Je viens de recevoir l'invitation au mariage. Je fais une pause, lui donnant la chance d'intervenir avec une explication. Elle ne le fait pas. J'ai remarqué que je ne figure pas dans le cortège nuptial ou sur les photos de famille. Le silence s'étire entre nous, lourd et inconfortable. À propos de ça. Elle hésite. J'entends un murmure en arrière-plan. La voix de Jake, bien que je ne puisse pas distinguer ses mots. Nous avons décidé de garder un petit cortège. Noah est garçon d'honneur, dis-je, la voix stable malgré le tumulte qui s'agite en moi. Jake le voulait. Ils sont devenus proches, tu sais, avec les cours de golf. Je pensais que je serais à tes côtés. Tu as dit sœur pour toujours quand nous avons parlé de ton mariage. Une autre pause. Plus longue cette fois. Quand Méline reprend la parole, sa voix est tombée à un simple chuchotement. Renée, s'il te plaît, comprends. Nous visons une esthétique vraiment douce et minimaliste, et ta tache de naissance pourrait un peu trop ressortir. Les mots frappent comme un coup physique. Ma main libre se déplace instinctivement vers ma joue gauche, mes doigts traçant les bords de la tache de vin qui couvre un tiers de mon visage. Dans les photos, ajoute-t-elle comme si cela arrangeait les choses. La famille de Jake est très exigeante sur les apparences. Je mets fin à l'appel sans répondre et conduis jusqu'à la maison de mes parents,
complètement hébété. La cuisine familière, avec ses rideaux jaunes délavés et l'odeur du thé à la cannelle de maman, a toujours été un refuge. Aujourd'hui, j'ai l'impression de marcher dans un piège. Tu as parlé à Méline, demande maman au moment où j'entre, son expression soigneusement neutre. Je hoche la tête, m'installant à la table de la cuisine. Le saviez-vous? Maman s'affaire avec la bouilloire. Papa abaisse son journal juste assez pour me jeter un coup d'œil par-dessus. Tu sais à quel point les apparences sont importantes pour les Thompson, dit-il d'un geste dédaigneux de la main. Le père de Jake est au conseil d'administration de l'hôpital avec la moitié de l'élite de la ville. Alors, vous êtes d'accord avec elle? La trahison coupe plus profondément maintenant, s'étendant au-delà de Méline. Maman pose une tasse de thé devant moi, sans croiser mon regard. Parfois, nous devons accepter ce qui est le mieux pour l'événement, pas pour nous-mêmes. Le thé fume entre nous, intouché. Je fixe ma mère, cette femme qui m'a appris à me tenir droite, qui m'a dit un jour que ma tache de naissance était un grain de beauté, me suggérant maintenant que je devrais accepter d'être effacé des photos de mariage de ma propre sœur. Je pars sans boire le thé, sans dire un mot de plus. Dans ma voiture, garée au bout de leur allée où ils ne peuvent pas me voir de la maison, je laisse enfin les larmes couler. Elles glissent, chaudes, sur mes joues, les deux joues. La peau marquée et la peau non marquée sont également mouillées par le chagrin. Que feriez-vous si le membre de votre famille en qui vous avez le plus confiance vous demandait de cacher une partie de vous-même pour son jour parfait? La question résonne dans mon esprit alors que je m'éloigne, sachant déjà que ma réponse va tout changer pour cette famille à jamais. La notification Pinterest apparaît sur mon téléphone. Méline Jenkins vous a ajouté à un mariage de rêve. Je ne devrais pas regarder, mais la curiosité m'attire comme une marée. Je me fiche devant un tableau intitulé « Photos de famille impeccable », rempli de portraits de famille parfaitement assortis dans des tons crème et rose poudré. Chaque visage est sans défaut, chaque sourire est symétrique, pas une seule différence visible parmi eux. Mon téléphone vibre avec un message d'Emma, l'une des demoiselles d'honneur de Méline. Je viens de finir un autre essai de maquillage. Ta sœur est obsédée par le fait que tout soit parfait. La maquilleuse a dit qu'on lui a posé 3 fois des questions sur les options de couvrance pour les imperfections. Tu vas bien? Je pose le téléphone, les doigts soudain engourdis. Option de couvrance. Les mots résonnent alors que je marche vers la salle de bain et me tiens devant le miroir, examinant la tache de vin qui couvre ma joue gauche. Sous une certaine lumière, elle brille presque d'un riche bordeaux contre ma peau mate. Le souvenir remonte sans être invité. Méline a 12 ans. Moi à 9 ans, rentrant de l'école. Tommy Miller pointant mon visage, ricanant. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Et Méline, petite mais féroce, s'interposant entre nous. Il n'y a rien qui cloche chez elle. Dieu l'a juste aimée assez pour lui donner un coup de pinceau supplémentaire. Il a été plus prudent avec elle qu'avec le reste d'entre nous. Mon téléphone sonne, interrompant le souvenir. C'est maman. Je laisse aller sur la messagerie vocale, mais j'écoute quand la notification apparaît. Linda, je ne sais pas quoi faire. La voix de maman ne m'était pas destinée. Elle a dû appeler par erreur en parlant à tante Linda. Nous avons toujours essayé de contourner la situation de René. Les photos d'école, les portraits de famille, mais un mariage, c'est différent. La famille de Jake est très en vue, et Méline mérite sa journée parfaite sans complications. Je raccroche, la main tremblante. Des complications? Est-ce ce que je suis pour eux? Mon courrier électronique émet un son. Le nom du photographe de mariage apparaît dans ma boîte de réception. Chère mademoiselle Jenkins, votre sœur a fourni vos coordonnées concernant la célébration à venir. Elle a mentionné que vous pourriez nécessiter des aménagements spéciaux pour les photos de famille. J'aimerais discuter des options d'éclairage et de positionnement qui aideraient à minimiser les zones de préoccupation. Je le supprime sans terminer. Aménagement. Minimiser les préoccupations. Le langage aseptisé de la honte. En me regardant de nouveau dans le miroir, je regarde vraiment. Ma tache de naissance n'est pas seulement une partie de mon visage, c'est la géographie de ma vie. Elle a déterminé où je me tiens dans les pièces. Comment je tourne la tête dans les conversations. Quel côté fait face à l'appareil photo. Ta tache de naissance est comme un coup de pinceau de Dieu. Elle te rend unique, avait dit un jour Méline, en me défendant. Maintenant,
elle suggère des options de couvrance par maquillage épais par l'intermédiaire de tierces personnes et m'exclut de son cortège. Je touche mon visage, traçant le contour de la tache de naissance du bout des doigts. C'est moi, chuchotai-je à mon reflet. Tout moi. Mon téléphone sonne à nouveau. Tante Linda cette fois, pas une erreur de numérotation. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle sans préambule. Ce n'est pas juste, René. Ces mots atterrissent comme une bombe sur une peau à vif. Enfin, quelqu'un dans ma famille voit la blessure pour ce qu'elle est. Après avoir raccroché, Emma arrive avec du vin et une loyauté féroce. Ta sœur est horrible, annonce-t-elle en versant des verres généreux. Et tes parents l'encouragent. Plus tard dans la nuit, Marcus du travail appelle, ayant entendu des fragments de l'histoire. Ma famille n'est pas venue à mon mariage parce que mon mari est noir, me dit-il. Parfois, la famille dans laquelle on n'est pas la famille qui nous mérite. Ces mots restent avec moi alors que je fouille dans mon placard le lendemain matin à la recherche d'un vieil album photo. Je le trouve sous une pile de pulls d'hiver, notre enfance capturée dans des polaroïds pâlissants. C'est là, à la page 12. Méline et moi avec des diadèmes en plastique, drapés dans les vieux foulards de maman comme des robes royales. J'ai 7 ans, ma tache de naissance est vive sur mon visage souriant. Méline a 10 ans, son bras jeté de manière protectrice autour de mes épaules. Toutes les deux rayonnantes sans réserve. Je retire délicatement la photo et trouve un cadre en argent dans le tiroir de mon bureau. Il convient parfaitement. Ensuite, je m'assieds avec un bloc-notes, rédigeant et remaniant un message pour l'accompagner. 2 heures et une douzaine de tentatives plus tard, j'ai les mots. Merci de m'avoir aidé à réaliser que ce n'est pas tous ceux qui t'appellent famille qui te voient réellement comme faisant partie du tableau. J'emballe soigneusement la photo encadrée, la glisse dans une petite boîte avec mon mot, et j'ajoute la carte de réponse cochée et ne sera pas présente là où il est demandé de confirmer ma présence. Ma main tremble quand je scelle l'enveloppe, mais ma détermination ne faiblit pas. Le paquet semble incroyablement lourd alors que je marche vers la boîte aux lettres au coin de la rue. Je reste là un instant, ma main reposant sur le bord en métal bleu. Déposer cela signifie pas de réconciliation, pas de changement d'avis de dernière minute. Je lâche le paquet dans l'obscurité de la boîte aux lettres. La porte en métal se referme avec un fracas final surprenant. En rentrant chez moi, je m'attends à ce que le regret me suive comme une ombre. Au lieu de cela, je ressens quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui prend plusieurs pâtés de maison à identifier. Le soulagement. Pour la première fois en 30 ans, j'ai arrêté de m'accommoder de l'inconfort que mon visage cause aux autres. J'ai arrêté de me rendre plus petite, moins visible, moins présente. Le vent d'automne effleure mes 2 joues. La peau marquée et la peau non marquée sont également caressées par l'air du soir. Je tourne mon visage pleinement face à la brise, ne cachant rien. Les cloches de l'église résonnent à travers la ville alors que je suis assise en tailleur sur le sol de mon salon, mon ordinateur portable ouvert sur une vidéo de méditation de pleine conscience. En ce moment même, Méline marche dans l'allée dans sa robe Vera Wang sur mesure, au bras de papa. Mon téléphone vibre encore, la 5e fois en 30 minutes. Cousine Rachel, tout le monde demande où tu es. Tante Linda, est-ce que ça va, ma chérie? Je comprends si tu ne pouvais pas venir. Oncle Robert, ton absence est remarquée. J'espère que tu n'es pas malade. Je pose le téléphone face vers le bas sans répondre. Que dirais-je? Désolé, je n'ai pas pu venir. Mon visage ne correspond pas à l'esthétique du mariage. Au lieu de m'attarder sur ce qui se passe de l'autre côté de la ville, je suis ma journée soigneusement planifiée. Le bain parfumé à la lavande apaise des muscles que je ne savais pas tendus. Le masque pour le visage, ironiquement un masque qui promet une peau impeccable, me fait sourire alors que je l'applique uniformément sur mes 2 joues. Ce qui me surprend le plus, c'est la paix qui s'installe sur moi comme une couverture douce. Il n'y a aucun regret qui obscurcit mon esprit, aucune remise en question de ma décision. Le soulagement est presque étourdissant. Après mon bain, enveloppé dans mon peignoir le plus doux, je me surprends à retirer le vieil album photo de l'étagère. À l'intérieur se trouvent les restes d'une enfance qui semble soudain étrangère. 2 sœurs avec des sourires assortis, les bras enroulés l'une autour de l'autre comme si rien ne pouvait jamais les séparer. Il y a ce Noël où Méline m'a donné la moitié de ses bonbons parce qu'un parent avait oublié ma chaussette. Nous voici à la plage, à 16 et 13 ans, brûlés par le soleil et riantes,
ma tache de naissance clairement visible parce que j'avais éliminé par la sueur le maquillage que maman m'obligeait à porter. La prise de conscience me frappe comme un coup physique. Je suis restée silencieuse sur ma douleur pendant des décennies. Chaque fois que maman suggérait que je fasse quelque chose pour mon visage. Chaque fois que papa me plaçait à l'arrière des photos de famille, je souriais, j'opinais du chef et je tendais l'autre joue, celle qui n'était pas marquée, vers le monde. C'est fini. J'attrape mon téléphone avec une résolution soudaine. Ouvrant l'appareil photo, je me positionne près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi entre à flot. Pas de filtre, pas d'angle stratégique, pas de maquillage, juste moi, tache de naissance et tout. Mon pouce plane au-dessus du bouton de capture. 3 grandes respirations et j'appuie. La légende me prend 4 tentatives. Trop en colère, trop amer, trop apologétique. Finalement, je tape. C'est d'accord. Je n'ai pas besoin d'être sur la photo. Je pensais juste que je faisais partie de la famille. Mon doigt tremble alors qu'il plane sur partager. Un clic et cette douleur privée devient publique. J'appuie. Dans les minutes qui suivent, les notifications commencent. Des cœurs de la part d'amis proches, des commentaires de soutien de collègues. Puis, quelque chose d'inattendu, un partage de quelqu'un que je ne connais pas avec la légende, cela a touché mon âme. Combien d'entre nous ont été effacés de leurs propres histoires de famille? Au matin, je me réveille avec des milliers de notifications. 10 000 mentions j'aime, des partages par milliers, des commentaires se comptant par centaines. Alors que je fais défiler, l'incrédulité grandissant, je vois que mon petit moment de vérité a éclaté pour devenir quelque chose qui échappe totalement à mon contrôle. Des sites d'information ont repris l'histoire. Un rejet de mariage devient viral. Des inconnus partagent leurs propres histoires d'exclusion familiale dans les commentaires. J'ai le vitiligo et ma cousine m'a demandé de ne pas être sur ces photos de mariage. Je n'ai jamais dit à personne à quel point ça faisait mal avant de voir votre message. Ma fille a une cicatrice faciale due à un accident. Elle n'a que 8 ans et apprend déjà à se cacher. Merci de lui montrer une autre voie. 3 différentes chaînes d'information ont envoyé des demandes d'interview. Une organisation de défense des différences faciales a tendu la main pour demander si j'envisagerais de devenir porte-parole. Ma douleur privée est devenue une conversation publique. Le premier appel vient de maman à 7h43, suivi de 3 autres en succession rapide. Je les laisse tous aller sur la messagerie vocale. Quand j'écoute enfin, sa voix passe de la confusion à la colère, puis aux supplications larmoyantes. « René, qu'as-tu fait ? Tout le monde nous appelle. » Le deuxième message est plus aigu. Les Thompson posent des questions. La mère de Jake m'a appelé. Au troisième, elle pleure. Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. Nous t'avons toujours protégé. Toujours veillé à ce que tu te sentes incluse malgré ta condition. Vient ensuite le message de papa, brutal et dédaigneux. Répare cet embarras immédiatement. Tu es allé trop loin cette fois. Il est presque midi quand Méline appelle depuis sa lune de miel. Je réponds à celui-ci, mon sang-froid durement gagné après une matinée de respiration profonde. Comment as-tu pu, demande-t-elle, la voix pleine de larmes. C'était censé être le moment le plus heureux de ma vie, et maintenant tout le monde parle de ton message au lieu de mon mariage. Je n'ai pas mentionné ton nom ni ton mariage, réponds-je, la voix stable, malgré le tremblement de mes mains. J'ai partagé ma vérité. Ta vérité ? Elle crache les mots. Et la loyauté familiale ? La vie privée. C'est ironique venant de toi, m'a dit. Sa voix tombe à un chuchotement. La famille de Jake l'a vu. Sa mère a demandé si j'avais honte de toi. Certains de nos invités au mariage m'ont envoyé un message pour demander pourquoi tu n'étais pas là. Ils ont dit qu'ils ne t'avaient vu sur aucune des photos de la cérémonie. As-tu une idée d'à quel point c'était humiliant ? Je ferme les yeux, absorbant la révélation. Les gens ont remarqué mon absence. Ils l'ont remise en question. Je suis désolé que tu te sois senti humilié, dis-je finalement. Je sais à quel point les apparences sont importantes pour toi. Après avoir raccroché, je m'assieds dans le calme de mon appartement pour essayer d'assimiler ce qui se passe. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne suis pas une influenceuse, ni une conférencière, ni une activiste. Je suis juste Renée Jenkins, la femme avec la tache de naissance qui a enfin arrêté de se cacher.
Mon téléphone émet un son pour une nouvelle notification par courrier électronique. Un producteur de l'émission Morning America veut que je partage mon histoire. Que se passe-t-il lorsqu'un rejet familial privé devient une conversation publique? Je n'aurais jamais pensé devenir la voix de milliers de personnes qui se sentaient invisibles. Mais alors que mes doigts tremblants se dirigent vers le clavier pour répondre, je réalise que ma prochaine action nous montrera à tous à quoi ressemble le vrai courage. L'appel arrive un mardi matin. Pendant que je remue du miel dans mon thé, la voix de la productrice est chaleureuse, presque respectueuse. Mademoiselle Jenkins, votre histoire a touché tellement de personnes. Nous aimerions vous inviter à la partager dans Morning Conversation with America. Ma cuillère teinte contre la porcelaine. L'émission touche des millions de personnes, principalement des femmes de plus de 50 ans, qui envoient des chaînes de prières et votent à chaque élection. Des femmes comme ma mère. Je passe des heures à réfléchir si je dois accepter. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit des milliers de commentaires de personnes ayant des différences visibles qui ont enduré des rejets similaires. Leurs histoires méritent d'être reconnues. Je vais le faire, dis-je à la productrice lorsqu'elle rappelle. Mais je veux me concentrer sur l'acceptation, pas sur ma situation familiale spécifique. Elle accepte immédiatement. C'est exactement pour cela que nous vous avons choisi, René. Votre dignité en dit long. L'appel de papa arrive ce soir-là, sa voix portant ce faux ton décontracté qui précède toujours une menace. Ces affaires de famille doivent rester privées, dit-il sans préambule. Ton grand-père m'a laissé la maison du lac, et c'est moi qui détermine qui en hérite. Souviens-t'en avant d'aller nous embarrasser à la télévision nationale. Quelques heures plus tard, maman se présente à ma porte sans y être invitée. Ma chérie, dit-elle en se glissant devant moi dans l'appartement. Son parfum, la même odeur de lys qu'elle porte depuis mon enfance, remplit mon entrée. Les affaires de famille doivent rester privées. C'est comme ça que nous avons été élevés. Vous ne vous inquiétez de la vie privée que maintenant que les gens voient la vérité, je la contre. Elle soupire. La famille de Jake est mortifiée. Son père siège dans des conseils d'administration avec des gens qui regardent cette émission. Jake lui-même appelle ensuite, sa voix d'avocat faisant pleinement effet. Le dénigrement public a des conséquences juridiques, dit-il. Je te demande en tant que famille de reconsidérer la question. Juste avant de me coucher, mon téléphone sonne avec un message de Noah. J'aurais dû dire quelque chose au mariage. Aucune excuse, aucun engagement à faire mieux, juste une reconnaissance qui arrive trop tard. Les lumières du studio sont plus chaudes que ce à quoi je m'attendais. La maquilleuse a travaillé soigneusement autour de ma tache de naissance, mettant en valeur mes traits sans essayer de dissimuler ce qui me rend différente. Catherine Mills, la présentatrice, se penche pendant la page de publicité. N'oubliez pas, c'est votre histoire. Prenez votre temps. La lumière rouge clignote et soudain nous sommes en direct devant des millions de téléspectateurs. René, votre publication sur le fait de vous sentir exclu à cause de votre tâche de naissance a résonné auprès de milliers de personnes. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Je prends une grande inspiration. Je préfère ne pas m'attarder sur des détails familiaux spécifiques, je commence. Ce qui compte, c'est que j'ai passé des décennies à croire que je devais me minimiser pour mériter l'inclusion. Je ne mentionne pas Méline par son nom. Je ne décris pas l'invitation au mariage ou le rejet de mes parents. Au lieu de cela, je parle de vivre 30 ans avec une différence visible dans un monde obsédé par la perfection. Cette tâche de naissance ne me définit pas, dis-je, ma voix devenant plus forte, mais la façon dont les gens y réagissent les définit. Quand je vérifie mon téléphone par la suite, les messages affluent, non seulement de la part d'amis, mais aussi d'inconnus. Une femme dont les cicatrices de brûlure l'ont empêchée d'assister au mariage de son fils. Un adolescent atteint d'alopécie dont la photo de l'album de fin d'année a été retouchée sans permission. Ils disent tous des variantes de la même chose. Merci d'avoir parlé. Je pensais être seul. Cette nuit-là, je lance un blog. Je l'appelle le mythe de la famille parfaite et j'écris sur le décalage entre les histoires que les familles se racontent et les vérités douloureuses qu'elles cachent. Le mythe de la famille parfaite est peut-être l'histoire la plus dangereuse que nous nous racontions, je tape. Il ne laisse aucune place à notre moi authentique. Seulement aux versions que les autres peuvent tolérer. J'écris jusqu'au lever du jour. Les mots coulent comme une rivière brisant un barrage. À chaque paragraphe, je me sens plus légère, plus propre,
plus moi-même. Des commentaires apparaissent presque immédiatement de personnes partageant leurs propres histoires d'acceptation conditionnelle. Vos mots m'ont donné le courage de me regarder à nouveau dans le miroir, écrit quelqu'un avec des cicatrices faciales. Je cache mon vrai moi à ma famille depuis des décennies, admet un autre. Leur vulnérabilité devient un miroir reflétant mon propre cheminement de guérison. 2 jours plus tard, maman envoie un message. Nous devrions discuter des choses. Dîner dimanche. Je rédige ma réponse délibérément. J'ai besoin de temps et d'espace. J'établis maintenant des limites qui auraient dû exister il y a longtemps. J'espère qu'un jour nous pourrons avoir une relation honnête, mais cela nécessite de reconnaître le mal qui a été fait, pas seulement de passer à autre chose. Je ne viendrai pas au dîner. Je mets mon téléphone sur silencieux et le pose face vers le bas sur la table basse. Depuis l'arrivée de l'invitation, mes épaules se détendent complètement. Quand Emma me pose des questions sur mes projets pour Thanksgiving, je réalise avec une surprise tranquille que je ne me sens aucune obligation de le passer avec des proches qui me voient comme un inconvénient. Je pense organiser un repas entre amis, lui dis-je. Pour tous ceux d'entre nous qui ont besoin d'une fête sans excuse ni condition. Tu peux compter sur moi, dit-elle sans hésitation. J'accroche un nouveau miroir dans mon entrée, plus grand que l'ancien, placé là où la lumière du matin l'éclaire directement. Chaque jour, je regarde pleinement mon reflet, sans angle ni ombre pour minimiser ma tache de naissance. Ce visage, mon visage entier, complet, est celui que je suis enfin prête à montrer au monde. Pas seulement à la télévision ou sur mon blog, mais dans les moments du quotidien où l'authenticité compte le plus. Je vérifie mon rouge à lèvres une dernière fois dans le miroir de la salle de bain d'invité de tante Linda, une teinte qui complète ma tache de naissance plutôt que de s'en détourner. La voix de ma thérapeute, le docteur Chen, résonne dans mon esprit. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour les convaincre. Vous êtes là pour dire votre vérité. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage de Méline. 6 mois d'appels sans réponse qui se sont progressivement transformés en messages tendus. 6 mois à me reconstruire pendant qu'il chuchotait sur mon absence. Emma attend dans le couloir, faisant défiler son téléphone. Prête, demande-t-elle en me serrant le coude. Je hoche la tête, mon rythme cardiaque plus stable que je ne l'espérais. Aussi prête que possible. Le salon devient silencieux à notre entrée. Ils sont disposés comme un tribunal. Maman et papa sur la causeuse à fleurs. Méline perchée sur un fauteuil. Noah appuyé contre le manteau de la cheminée. Tante Linda se tient près de la porte de la cuisine, les bras croisés. Tu as amené quelqu'un. La voix de maman porte cette note familière de désapprobation. C'est une affaire de famille, René. Emma est de la famille pour moi, je réponds. Les mots viennent plus facilement qu'il y a 6 mois. Elle reste. Papa s'éclaircit la gorge. Cela est allé assez loin. Ta mère ne dort pas correctement depuis des mois. Les Henderson ont demandé si tu étais dans une sorte d'institution. Nous leur avons dit que tu traversais une période difficile, intervient maman, tordant son alliance. Une dépression nerveuse. C'était plus gentil que d'expliquer que tu avais abandonné ta sœur. Abandonné ? Le mot flotte entre nous. Je n'ai jamais été invité à en faire partie en premier lieu. Ce n'est pas juste, dit Méline, les larmes montant déjà. Tu déformes tout pour te faire passer pour la victime. Sais-tu ce que ça fait que mon mariage reste dans les mémoires comme celui où la sœur n'est pas venue ? Tu m'as volé mon moment. Je prends une grande inspiration, sentant les mots préparés monter à mes lèvres. Je t'ai écouté toute ma vie. Et c'est le problème. Papa interrompt. Tu as toujours été trop sensible, à faire des montagnes de rien. Non. Le seul mot fait taire la pièce. Même Emma a l'air surprise par l'acier dans ma voix. Le problème, c'est que j'ai passé 30 ans à croire que l'amour signifiait me rendre plus petite, plus facile à digérer, moins visible. Je sors un petit album photo de mon sac, l'ouvrant à une page marquée. Me voici à 7 ans, placé à l'arrière de chaque photo de famille. Me voici à 16 ans, le visage couvert de maquillage pour la remise des diplômes de Noah. Voici la carte de Noël où on m'a fait tourner selon un angle pour cacher mon côté gauche. Le visage de maman se crispe. Nous te protégions. De quoi, je demande, posant l'album sur la table basse. De me sentir à ma place exactement comme je suis. Notre famille a une certaine image, dit papa,
la mâchoire serrée. Les Jenkins ont toujours été fiers. Des apparences. Je termine pour lui. Mais à quel prix? Je n'ai plus besoin de votre approbation pour m'estimer. Méline se lève, faisant les 100 pas. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de ta tâche de naissance. Il s'agit de la façon dont tu as toujours eu besoin d'être différente, pour que tout tourne autour de toi. Mon mariage était censé être parfait. Parfait pour qui, je demande. Ton rejet a fait mal parce que je t'aimais si complètement. Je t'ai cru quand tu as dit sœur pour toujours. Tu te souviens quand tu m'as dit que Dieu m'avait donné un coup de pinceau supplémentaire? Qu'est-ce qui a changé, m'a dit? La question flotte dans l'air. Méline ouvre la bouche, la referme, puis se rassied. Papa se lève de la causeuse. Je ne vais pas m'asseoir ici et recevoir des leçons de ma propre fille sur la loyauté familiale. Ses pas résonnent dans le couloir, suivi du claquement décisif de la porte d'entrée. La façade de contrôle de maman se brise enfin. Elle sanglote, pas les larmes de représentation que j'ai vues toute ma vie, mais des cris gutturaux, sincères qui la font plier en deux. Méline fixe ses mains. Jake a dit que ça ferait bizarre sur les photos, sa mère le pensait. Je n'aurais pas dû écouter, mais je l'ai fait. Noah s'éloigne de la cheminée, s'approchant de moi pour la première fois. Je savais que c'était mal, dit-il doucement. Au mariage, les gens n'arrêtaient pas de demander où tu étais. J'ai dit que tu étais malade, mais je savais. Je suis désolé, René. J'aurais dû dire quelque chose. Vous êtes tous désolés maintenant, je dis. Mais le seriez-vous si je n'étais pas parti? Si je m'étais juste présenté et que je m'étais tenu là où on me l'avait dit, caché quand on me le demandait, comme toujours. Tante Linda quitte son coin, se positionnant à côté de moi. J'ai regardé cela se produire pendant des années, dit-elle, sa main trouvant mon épaule. Cette famille a l'habitude de cacher ce que nous pensons être des imperfections. Ma sœur Darlène, la cousine de ta grand-mère, avait un pied-botte. Il la gardait à la maison lors des mariages familiaux. Les troubles d'apprentissage de ma propre fille étaient notre secret de famille jusqu'à ce qu'elle ait tellement de difficultés à l'université qu'elle a abandonné. Elle regarde ma mère. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Le poids des mots de tante Linda s'installe dans la pièce. Une aînée disant que René a raison crée un changement sismique que je ressens dans mes os. Que se passe-t-il maintenant? Demande Noah. Je regarde autour de moi ces personnes dont je partage le sang, dont j'ai autrefois désiré l'approbation plus que l'oxygène. Cela dépend, je dis, de si l'un d'entre vous est prêt à voir tout de moi, pas seulement les parties qui rentrent dans votre image parfaite. Je me tiens devant 20 femmes au centre communautaire. Mes mains sont stables alors que je montre l'image projetée derrière moi. Une photo de mon visage. La tache de naissance pleinement visible. Un sourire authentique. Le moment où j'ai arrêté de me cacher, leur dis-je, a été le moment où j'ai commencé à vivre. Elle hoche la tête. Ces femmes avec leurs propres différences visibles, cicatrices, taches de naissance, affections cutanées. 2 ans après le mariage de Méline, j'ai trouvé mon but dans ces ateliers. Ma collection d'essais intitulée Trouver la beauté dans ce qui nous rend différents repose sur une petite table près de la porte. Le voyage de sœurs rejetées à hauteur publié semble encore surréaliste certains jours. Après l'atelier, je rentre chez moi à travers les feuilles d'automne qui rappellent celles du jour où j'ai reçu l'invitation de Méline. Mais aujourd'hui, leur craquement sous mes bottes sonne comme des applaudissements, pas comme un jugement. Mon appartement, différent maintenant, rempli de photographies que j'ai prises de personnes ayant des différences visibles, leur visage rayonnant de joie, m'accueille avec l'odeur de la bougie à la cannelle qu'Emma m'a offerte pour mon anniversaire la semaine dernière. La célébration me réchauffe encore. Des amis réunis autour de ma table à manger, levant leur verre à ma 32e année, voyant tout de moi sans sourciller. Le docteur Lavigne dit que j'ai fait des progrès remarquables. Les blessures familiales sont les plus profondes, m'a-t-elle dit lors de la séance d'hier. En guérir est une pratique de toute une vie. Je m'installe sur mon canapé et ouvre mon ordinateur portable sur un courrier électronique de Noah. Contrairement à Méline et papa, mon frère s'est battu pour revenir dans ma vie avec une honnêteté persistante. Ces messages arrivent chaque semaine maintenant, des ponts hésitants mais déterminés à travers le fossé familial. J'ai parlé à papa de ton prix littéraire hier. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a gardé la coupure de presse. C'est peut-être un début. Je soupire.
Ce n'est pas une excuse, mais c'est plus que ce que j'attendais. Tante Linda m'appelle pour prendre de mes nouvelles presque quotidiennement. Son amour féroce est un socle dont je ne savais pas que j'avais besoin jusqu'à ce que les fondations de ma famille s'effondrent. Les lettres de maman arrivent chaque mois, écrites avec sa calligraphie parfaite sur du papier à lettres crème. Elle mentionne rarement ma tâche de naissance directement, mais le mot de la semaine dernière incluait une question hésitante. Pourrais-tu m'envoyer un lien vers cette interview que tu as faite sur les enfants avec des tâches de naissance? Ce n'est pas de la compréhension. Pas encore. Mais c'est un effort pour tendre la main. L'enveloppe crème sur ma table basse attire mon attention. Une autre invitation de mariage, mais rien à voir avec celle de Méline. Elle vient de ma colocataire d'université, Sophia, avec un mot manuscrit glissé à l'intérieur. Tu seras photographiée exactement telle que tu es, magnifiquement toi. 5e demoiselle d'honneur en partant de la gauche, s'il te plaît et merci. J'ai déjà coché la case de présence sans hésitation. Le contraste ne m'échappe pas, à quel point c'est différent de se sentir voulu exactement tel que je suis. Hier soir, après le dîner avec Marcus, il m'a embrassé pour la première fois. Ses doigts ont tracé le contour de ma tache de naissance avec une vénération qui m'a coupé le souffle. J'avais envie de faire ça depuis qu'on s'est rencontrés, a-t-il chuchoté. La possibilité d'être aimé complètement se déploie devant moi comme une carte vers un pays que je ne pensais jamais visiter. Je place l'invitation de Sophia à côté d'une photographie prise au mariage de la sœur d'Emma le mois dernier. Je suis là, debout dans le cortège nuptial, la tache de naissance visible, le sourire radieux. Tu es parfaite telle que tu es, avait dit le photographe, pas comme pour rassurer, mais comme un simple fait. La paix que j'ai ressentie à ce moment-là me revient maintenant alors que je touche la photographie. Je n'ai pas besoin d'être retouché pour atteindre la perfection. Je n'ai pas besoin d'être toléré ou qu'on s'accommode de moi. Tu es parfaite telle que tu es, avait dit le photographe, les mots flottant autour de moi alors que l'appareil cliquait. Pas une réassurance ou une banalité vide. Un fait simple et indéniable. Mon téléphone vibre avec une notification. Une autre inscription pour l'atelier du mois prochain. La communauté que j'ai bâtie s'étend maintenant au-delà de cette ville, un forum en ligne où les gens partagent leurs histoires de différences visibles, les célébrant plutôt que de les cacher. La semaine dernière, une mère en Australie m'a envoyé un message pour me dire comment mes essais ont aidé sa fille à accepter sa cicatrice faciale. Je souris à cette pensée. Il y a 2 ans, je pouvais à peine croiser mon propre regard dans le miroir. Maintenant, je me tiens devant des foules, je dirige des discussions, je remets en question les perceptions. La confiance se répand dans chaque recoin de ma vie. La promotion au travail, l'invitation à donner une conférence TED. Les courses matinales dans le parc avec la tête haute. J'ai juste besoin d'être moi, le moi qui attendait toujours sous la honte que les autres avaient placée sur moi. Le moi qui a émergé quand je me suis enfin choisi. Que signifie pour vous la véritable acceptation? Se trouve-t-elle dans le sang, la famille, les liens choisis ou en vous-même? J'ai découvert qu'elle commence par l'amour de soi, par le fait de se tenir fermement dans sa propre peau, marquée ou non, en reconnaissant sa propre valeur inhérente d'être vu.